Lors du dîner de famille, ma sœur a lâché. Elle n'est plus impliquée du tout. Mon père a marmonné. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Puis, ils ont envoyé un inconnu pour m'escorter hors de mon propre héritage. Je me suis levée, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit « Vous m'avez déclaré inutile. » Ils n'avaient aucune idée que cet empire de 800 millions d'euros m'appartenait, et non à eux. Le lendemain matin, j'ai verrouillé tous les comptes familiaux et je les ai regardés paniquer alors que le monde qu'ils m'avaient volé commençait à s'effondrer. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Et dites-moi, avez-vous déjà été celui qui fait tout le travail pendant qu'un autre récolte tous les lauriers? Pour comprendre l'explosion, il faut comprendre le site de la bombe. Le domaine de la Roche-Noble, dans le Bordelais, n'était pas qu'un simple lieu de réception. C'était une forteresse de verre conçue pour vous faire sentir minuscule. C'était hyper moderne, tout en angle vif et baies vitrées s'étendant du sol au plafond, captant le soleil de l'Aquitaine pour le transformer en arme. Je suis arrivé 6 heures avant le crash, au volant de ma propre voiture, me garant sur le parking de secours parce que mon nom ne figurait pas sur la liste du voiturier. C'était le premier signe, mais je l'ai ignoré. Je me suis dit que c'était un oubli. J'ai marché vers l'entrée, le gravier crissant sous mes talons, comme des dents qui grincent. Le code vestimentaire était éthéré bordelais, ce qui signifiait apparemment que chaque femme portait des tons pastels. Rose poudré, crème, bleu ciel. Moi, je portais du noir. Pas le noir du deuil, mais le noir architectural. Lignes acérées, col haut, épaules structurées. Je ressemblais à une tache d'encre sur une page blanche. Je détonnais, mais pas de la manière dont une sœur devrait le faire. J'ai traversé l'atrium, tête baissée, en observant. C'est ça, le truc quand on est la sœur invisible. On apprend à écouter les fréquences que les autres ignorent. Et ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement que je n'étais pas invitée. C'était la raison. Je suis passée devant un groupe de membres du conseil d'administration près de la pyramide de Champagne. Des hommes que j'avais embauchés, des hommes dont j'avais autorisé les primes depuis mes comptes privés. Ils ne m'ont pas reconnue. Pourquoi l'auraient-ils fait? J'étais la PDG fantôme. Je faisais le travail. Chloé prenait les photos. L'un d'eux, un certain monsieur Girard, faisait tourner son verre. Il s'est penché vers son voisin. « C'est dommage pour la sœur aînée », dit-il d'une voix basse, pratiquée, le ton de quelqu'un discutant d'une maladie incurable. Mais Chloé a pris la bonne décision en l'écartant de la transaction. On ne peut pas se permettre ce genre d'instabilité à la table des signatures. Je me suis figée. Instabilité. J'ai fait un pas de plus, me cachant derrière un énorme arrangement floral. « Est-ce vrai qu'elle est en maison de repos ?» a demandé l'autre homme. « C'est la rumeur », a répondu Girard. Chloé dit qu'elle part en vrille depuis les fêtes. Une dépression totale. Triste. Vraiment. Mais l'entreprise a besoin d'une main ferme. Et Chloé est le visage de la marque pour une bonne raison. L'air a quitté mes poumons. C'était la campagne de murmures. Ma sœur n'avait pas seulement volé le mérite de mon travail. Elle avait systématiquement démantelé ma réputation pour justifier le vol. Elle ne pouvait pas simplement dire que je n'étais pas impliquée, car les documents montreraient mes empreintes partout. Elle a donc dû inventer une raison pour laquelle mes empreintes n'avaient pas d'importance. Elle leur a dit que j'étais folle. Elle leur a dit que j'étais brisée. Elle m'avait peinte comme un boulet pour pouvoir me revendre au prix de la ferraille. J'ai regardé à travers la pièce, et j'ai vu Chloé. Elle tenait salon dans une robe en soie crème, riant, touchant sa poitrine avec une fausse humilité alors que quelqu'un complimentait sa vision. Elle était radieuse. Elle ressemblait à l'héritière parfaite. Elle ressemblait à un prédateur qui venait de finir son repas et se curait les dents. Je ne me suis pas précipitée. Je n'ai pas jeté de verre. J'ai senti un calme froid et métallique m'envahir. S'il pensait que j'étais instable, il n'avait aucune idée de ce qu'était la stabilité. La stabilité, c'est savoir exactement où les corps sont enterrés, parce que c'est vous qui avez creusé les tombes. J'ai ajusté ma veste, relevé le menton, et marché vers les portes de la salle de bal. La salle de bal était une caverne de lumière dorée et d'acoustique coûteuse, conçue pour que chaque murmure ressemble à une prophétie. Je suis entrée, mes talons s'enfonçant légèrement dans la moquette épaisse, me dirigeant vers le point focal de la pièce. Un chevalet drapé de velours se tenait près de l'entrée, gardant la plaque des fondateurs qui devait être dévoilée plus tard dans la soirée. Je n'ai pas attendu la cérémonie. J'avais besoin de voir le mensonge par écrit,
J'ai soulevé le coin du lourd velours bleu. Les lettres d'or brillaient sous les lustres, dédiées aux visionnaires qui ont bâti cet héritage. Jean-Pierre, Béatrice et Chloé Roche. 3 noms. Le père qui passait ses journées sur les terrains de golf, la mère qui considérait les galas de charité comme une carrière, et la sœur qui ne pouvait pas lire un bilan comptable sans tuteur. Mon nom n'était pas juste écrit en petit. Il était absent. C'était un vide là où 8 années de ma vie auraient dû se trouver. J'ai lâché le velours. Il est retombé avec un soupir sourd. Je n'ai pas senti de larmes. J'ai senti le clic froid d'un verrou qui s'enclenche. Je me suis tournée vers la table d'honneur. C'était une longue étendue blanche dressée avec du cristal et de l'argenterie, positionnée sur une estrade pour que la famille puisse dominer ses invités. J'ai compté les chaises. 1, 2, 3, 12. J'ai fait le calcul. Mes parents, Chloé, Théo, les 6 membres du conseil, le PDG étranger et son traducteur. 12 sièges. Nous étions 13. J'étais là, la 13e invitée, la variable qu'il n'avait pas incluse dans l'équation. Mon père, Jean-Pierre, a levé les yeux de son menu. Il n'avait pas l'air coupable. Il n'avait pas l'air honteux. Il avait l'air agacé. Il m'a regardé comme on regarde un serveur qui a apporté la mauvaise commande, un inconvénient à gérer, pas une fille à accueillir. À ce moment-là, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Pendant des années, je m'étais posé la mauvaise question. Je demandais « Comment peuvent-ils ne pas savoir ? Comment pouvaient-ils ne pas savoir que j'avais remboursé la dette de 6 millions d'euros en crypto-monnaie de Théo ? Comment pouvaient-ils ne pas savoir que je payais l'hypothèque du domaine chaque mois depuis 5 ans ? Comment pouvaient-ils ne pas savoir que les investissements patrimoniaux, finançant leur train de vie, étaient en réalité des virements directs de ma société de portefeuille personnel ? La réponse n'était pas l'ignorance. C'était la survie. Ils ne savaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de savoir. C'est un mécanisme psychologique, une dissonance cognitive si épaisse qu'elle devient une armure. Si mon père reconnaissait que c'était moi qui maintenais les lumières allumées, il devrait admettre qu'il était un raté qui avait gaspillé son héritage. Si ma mère admettait que j'étais l'architecte, elle devrait admettre qu'elle n'était qu'une locataire dans une maison qu'elle prétendait posséder. Ils devaient m'effacer. Mon existence était la preuve de leur médiocrité. Me voir, c'était briser l'illusion sur laquelle ils avaient bâti toute leur identité. Ils n'étaient pas aveugles. Ils protégeaient leurs égos de la lumière aveuglante de la vérité. Je n'étais pas juste une fille qu'ils n'aimaient pas. J'étais une réalité à laquelle ils ne pouvaient pas survivre. J'ai regardé l'espace vide où ma chaise aurait dû se trouver. Ce n'était pas un oubli. C'était une ligne de démarcation. Ils avaient bâti une forteresse de mensonges, et ils m'avaient laissé à l'extérieur des murs. Très bien. Je ne voulais pas entrer. Je voulais brûler la forteresse. Jean-Pierre a tapé son couteau contre sa flûte de champagne. Le son était sec, un tintement cristallin qui a coupé le murmure de la salle comme un ordre. Le silence s'est propagé depuis la table d'honneur jusqu'à ce que le seul bruit soit le ronronnement de la climatisation. « Amis, partenaires », commença Jean-Pierre, sa voix résonnant avec la gravité feinte d'un homme qui croit à ses propres communiqués de presse. Il posa une main sur l'épaule de Chloé. Elle leva les yeux vers lui, le regard brillant de larmes qu'elle avait sans doute répété devant son miroir le matin même. Quand nous avons commencé cette aventure il y a 40 ans, je rêvais de bâtir quelque chose qui me survivrait. Mais un rêve n'est qu'une vapeur jusqu'à ce que quelqu'un lui donne une forme. Il fit une pause pour l'effet. Je me tenais dans l'ombre près des portes battantes de la cuisine, observant la performance. C'est ma fille, Chloé, qui a pris cette vapeur pour la transformer en acier et en verre. Mentit-il. C'est elle qui a vu le potentiel de l'écolux quand le reste du marché regardait ailleurs. Elle a bâti cet empire à partir de rien, pierre par pierre, sacrifice après sacrifice. La salle éclata en applaudissements. Chloé tamponna ses yeux avec une serviette en lin, l'image même de la visionnaire humble. C'était nauséabond. C'était aussi une fraude juridiquement attaquable, mais je les ai laissés savourer leur moment. Et aujourd'hui, continua Jean-Pierre, sa voix montant en puissance, nous sommes ravis d'annoncer que le groupe Roche-Noble fusionne avec le conglomérat Sato dans une transaction évaluée à 1,7 milliard d'euros. Le chiffre flotta dans l'air. 1,7 milliard. C'était assez d'argent pour acheter des pays. Assez d'argent pour enterrer la vérité à jamais. Les investisseurs étrangers hochèrent la tête solennellement en levant leurs verres. Ils pensaient acheter un héritage. Ils ne savaient pas qu'ils achetaient une coquille vide. Jean-Pierre leva son verre bien haut. À Chloé,
l'architecte de notre avenir. À Chloé, répéta la salle en écho. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bougé. J'ai juste fixé mon père. Et là, il l'a senti. Le poids de mon regard. Il a regardé au-delà de la foule admirative, au-delà des investisseurs, et a croisé mes yeux au fond de la salle. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. J'ai vu l'agacement briller dans ses yeux. J'étais la tache sur la nappe. J'étais le fil lâche qui pouvait défaire le costume. Il ne voulait pas de scène. Mais ma simple existence en était une. Il fit un signe de tête subtil mais sec vers le côté de la salle. J'ai suivi son regard. Christophe, le chef de la sécurité, se tenait près de la sortie de secours. Christophe mesurait 1,95 m, bâti comme un rugbyman, et était sur la liste de paix de la famille depuis 10 ans. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Jean-Pierre lui fit signe. Un claquement de doigts rapide. Sortez là. C'était le renvoi ultime. Il n'allait même pas me parler. Il allait faire évacuer sa propre fille comme un déchet par le personnel. Christophe s'écarta du mur. La salle redevint silencieuse, sentant la tension. Les gens se tournèrent sur leurs sièges, suivant le chemin de l'imposant chef de la sécurité. Chloé jeta un coup d'œil, un sourire en coin effleurant ses lèvres. C'était la cerise sur le gâteau de sa victoire, me voir expulsé physiquement de son couronnement. Christophe traversa le sol de la salle de bal. Ses pas étaient lourds, délibérés. La foule s'écarta devant lui. Il se dirigea droit vers moi, le visage impassible, un mur de muscles et de devoirs. Ma mère, Béatrice, prit une gorgée de vin, détournant le regard, refusant d'être témoin de la laideur qu'elle avait autorisée. Christophe s'arrêta à 60 centimètres de moi. Il me dominait de toute sa hauteur. La salle retint son souffle, s'attendant à une empoignade, une lutte, une humiliation. Puis, Christophe fit quelque chose qui coupa le souffle à tout le monde. Il s'inclina. Ce n'était pas une révérence moqueuse. C'était un geste de déférence profonde et professionnelle. Il plongea la main dans la poche de sa veste, non pas pour des menottes, mais pour une tablette noire élégante. Il me la tendit à 2 mains. « Nous sommes prêts pour le transfert, madame, » dit-il. Sa voix était grave, claire et assez forte pour porter jusqu'à la table d'honneur. Le système est amorcé et n'attend que votre commande. Le silence qui suivit n'était pas poli. Il était confus. C'était le bruit d'un récit qui se brise en deux. J'ai vu le sourire de Chloé glisser de son visage, comme de l'argile mouillée. Jean-Pierre se leva à moitié, la bouche ouverte, mais aucun son n'en sortit. Ils regardèrent Christophe, leur fidèle chien, et réalisèrent pour la première fois qu'ils ne les regardaient pas. Ils ne les avaient jamais regardés. « Merci, Christophe », dis-je d'une voix ferme. J'ai pris la tablette. Elle était lourde, fraîche au toucher. L'écran brillait d'un seul bouton rouge. Le cheval de Troie avait ouvert les portes. Il était temps de brûler la ville. J'ai pris la tablette. Elle semblait légère dans mes mains, absurdement légère, pour quelque chose qui portait le poids d'une option nucléaire. Sur l'écran, une interface pulsait avec une commande, protocole Roche-Noble, verrouillage. Je n'ai pas regardé mon père. J'ai regardé le bouton numérique qui représentait 8 ans de ma vie, les nuits passées dans les salles de serveurs, les week-ends à auditer les chaînes d'approvisionnement pendant qu'il brunchait à Paris, le travail silencieux et invisible qui avait bâti la scène sur laquelle il se tenait. Je n'ai pas hésité. J'ai simplement effleuré le verre. La réaction fut immédiate et physique. Un bourdonnement sourd fit vibrer les planchers, alors que les systèmes automatisés du bâtiment répondaient à la commande maîtresse. Les baies vitrées intelligentes, qui offraient un panorama sur le vignoble ensoleillé, sifflèrent. En moins de 2 secondes, la teinte électrochrome s'activa au maximum. La vue disparut. La lumière dorée fut étouffée, remplacée par un givre opaque et plat. La salle passa d'un palais ouvert à une boîte blanche sans fenêtre. Le flux audio numérique vers les haut-parleurs se coupa avec un craquement sec, faisant taire le jazz d'ambiance. Le silence soudain était violent. Ensuite, les écrans derrière la table d'honneur vacillèrent. La diapositive montrant l'évaluation de la fusion 1,7 milliard d'euros grésilla et se dissout. L'écran devint noir pendant un battement de cœur, avant de se rallumer avec un logo unique et dépouillé. LR, Holding personnel. En dessous, en texte rouge, verrouillage des actifs. Actif, c'est juste un problème technique, cria Chloé,
sa voix stridente rebondissant sur les parois de la pièce devenue claustrophobique. Elle rit, un son fragile qui se brisa. Nous mettons le système à jour. C'est une fonction de sécurité. Christophe, règle ça. Christophe ne bougea pas. Il se tenait à côté de moi, les mains croisées dans le dos, observant le chaos avec l'indifférence d'une statue. Jean-Pierre essaya de reprendre le contrôle, ses instincts de showman prenant le dessus. Il interpella un serveur passant avec un terminal de cartes. « Ne vous inquiétez pas. La vue va se réinitialiser. Boisson gratuite pour tout le monde. En fait, mettez une bouteille de 96 sur chaque table. Sur ma carte black, il fit glisser la carte. La machine émit un bip. Un long ton de rejet plat. Le serveur regarda l'appareil, puis mon père. « Je suis désolé, monsieur. Ça dit carte non autorisée. Avez-vous un autre moyen de paiement ?» Le visage de Jean-Pierre devint cramoisi. « Réessayez. C'est une carte Centurion. Elle ne peut pas être refusée. Elle l'est quand le propriétaire du compte révoque le statut d'utilisateur autorisé, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais dans le silence de mort de la salle, elle parvint à chaque recoin. Puis le bruit commença. D'abord un simple vibreur, puis un cheur. Les téléphones s'allumaient sur la table d'honneur. Le sac de Béatrice vibra contre le cristal. Elle sortit son téléphone, fronçant les sourcils. « Mon paiement d'hypothèque », murmura-t-elle. « C'est marqué. » Rejeté. Fonds insuffisant. Théo sortit son téléphone. « Mon compte de trading est bloqué. Qu'est-ce qui se passe ?» Les membres du conseil, ces hommes qui avaient passé l'heure précédente à murmurer que j'étais instable, que j'étais un boulet, regardèrent tour à tour les écrans figés, les fenêtres opaques, et enfin moi. Ils virent la tablette dans ma main. Ils virent le calme de ma posture. Et la réalisation les frappa comme un coup de poing. La campagne de murmures s'évapora. On ne donne pas le bouton d'arrêt d'urgence à la sœur instable. On ne donne pas les clés du château à la fille reniée, sauf si c'est elle qui possède le château. Chloé me regarda, les yeux écarquillés, la panique perçant enfin sous son botox. « Qu'est-ce que tu as fait ?» siffla-t-elle. « Débloque ça. Tu gâches la présentation. » « Je n'ai rien gâché, dis-je, tapotant l'écran une dernière fois pour confirmer le transfert des droits de propriété intellectuelle vers mon serveur privé. J'ai juste éteint les lumières dans une maison qui ne t'appartient pas. Je sortis de l'ombre pour me placer au centre de la pièce. L'éclairage de secours jetait de longues ombres dures contre le verre dépoli, transformant la salle de bal en salle d'interrogatoire. M. Sato, le PDG du conglomérat étranger, se tenait près de la table d'honneur, le visage déformé par la confusion. Il regarda les écrans noirs affichant mon logo, puis mon père, et enfin moi. « Je m'excuse pour la théâtralité, » dis-je, ma voix tranchant la panique. « Mais j'ai pensé qu'il était important que vous voyiez exactement ce que vous achetez avant que le virement ne soit validé. »« Qui est-ce » demanda Sato à son traducteur. « Je suis la propriétaire des actifs que vous venez d'accepter d'acheter, » répondis-je, avant que le traducteur ne puisse parler. « Ou plutôt, des actifs que vous pensiez acheter. » Jean-Pierre frappa la table de sa main. « Elle ment. Elle est psychologiquement instable. » Sécurité. Il chercha Christophe du regard, mais Christophe se tenait derrière moi, les bras croisés, sentinelle silencieuse de mon autorité. Je marchais vers la table d'honneur. Je n'étais pas pressé. J'avançais avec l'inéluctabilité d'un avis d'expulsion. « Vous pouvez vérifier le registre foncier, » dis-je à Sato. « Vous pouvez vérifier les dépôts de propriété intellectuelle pour le logiciel opérationnel. Vous pouvez vérifier les titres de chaque vignoble, complexe hôtelier et île privée du portefeuille. » Je m'arrêtai directement devant Chloé. Elle tremblait, ses phalanges blanches tellement elle serrait la nappe. « Ma famille vous vend une marque, » continuai-je, m'adressant à la salle mais regardant ma sœur. « Ils vous vendent un nom, un logo et une stratégie marketing. Mais le terrain, les bâtiments, le code propriétaire qui gère toute la logistique, tout cela appartient à ma holding, et ma holding n'est pas à vendre. » Un hoquet de surprise parcourut les membres du conseil. Ils se précipitèrent sur leur téléphone, ouvrant les rapports d'audit, cherchant frénétiquement les clauses de propriété qu'ils avaient survolées, parce que Chloé les avait assurés que tout était dans le trust familial. Ce n'était pas seulement une fusion ratée, c'était une fraude. « Vous avez tenté de vendre une société qui n'est composée que d'actifs loués, dis-je à mon père. Des actifs loués. Auprès de moi.
Et il y a 5 minutes, quand j'ai activé le coupe-circuit, ces baux ont été résiliés pour violation de contrat. Violation ? Bafouilla Jean-Pierre. Quelle violation ? Transfert de propriété non autorisé, dis-je. Vous avez essayé de vendre mon bien sans ma permission. Dans le monde juridique, on appelle ça du recel de marchandises volées. Monsieur Sato se tourna vers son équipe. Il parla rapidement en japonais. Je n'avais pas besoin de traducteur pour comprendre le ton. C'était le ton d'un homme réalisant qu'il venait de manquer de marcher dans un bâtiment en flammes. Il regarda Jean-Pierre avec un mépris pur. Vous aviez dit que vous possédiez les infrastructures. C'est le cas, insista Jean-Pierre, la sueur perlant sur son front. C'est une technicité. Un problème de structuration familiale. On peut régler ça. Ce n'est pas une technicité, dit Sato d'un ton sec et froid. C'est un crime. Il fit signe à son équipe. Ils ne prirent même pas la peine de remballer leur dossier. Ils se levèrent et sortirent. Les membres du conseil les suivirent, tête basse, fuyant la zone d'impact de l'enquête qu'ils savaient imminente. La salle se vida, jusqu'à ce qu'il ne reste que nous, la famille et le fantôme qu'ils avaient essayé d'exorciser. Le silence qui suivit n'était pas pesant. Il était vide. C'était le bruit d'un néant là où se trouvait autrefois un héritage. Puis l'autodestruction commença. « Tu m'avais dit que c'était réglé », hurla Jean-Pierre en se tournant vers Chloé. « Tu m'avais dit que les documents du trust étaient blindés. Tu avais dit qu'elle était hors jeu. » « Je le pensais », hurla Chloé en retour, son mascara coulant en lignes noires sur son visage. « C'est toi qui as dépensé tout le capital de fonctionnement pour le jet privé. C'est toi qui avais besoin de cette fusion pour couvrir tes dettes. » « Arrêtez », pleura Béatrice, serrant son collier de perles comme une bouée de sauvetage. « Tout le monde vous entend. Qu'est-ce que les gens vont penser ?» Ils s'entre-déchiraient. La façade de la dynastie parfaite et unie s'était effondrée au moment où l'argent avait disparu. Ce n'était pas une famille. C'était une corporation de parasites, et je venais de couper l'approvisionnement en sang. Je les ai regardés un moment, ressentant un étrange détachement clinique. Je ne ressentais pas de haine, je ne ressentais pas d'amour. Je me sentais comme un chirurgien qui venait de retirer une tumeur avec succès. « Tu es ruiné », murmura Jean-Pierre, fixant la porte vide par laquelle les investisseurs étaient partis. Il me regarda, les yeux pleins de haine. « Tu as tout brûlé. Tu es contente ? Nous n'avons plus rien. Vous avez exactement ce que vous avez bâti, dis-je. Rien du tout. Les retombées ne furent pas une explosion. Ce fut une érosion lente et suffocante. Les gros titres ne criaient pas. Ils énonçaient des faits, ce qui était pire. Restructuration du groupe Roche-Noble suite à un litige sur les actifs. Enquête pour fraude, lancée dans le Bordelais. La forteresse que j'avais bâtie pour eux ne s'est pas contentée de s'écrouler. Le domaine de la Roche-Noble a été vendu aux enchères 3 mois plus tard. Mon père a essayé de faire passer ça pour une réduction stratégique, mais le marché n'est pas dupe. On ne vend pas un domaine historique pour une bouchée de pain à moins d'avoir les loups à sa porte. Mes parents ont emménagé dans un appartement de 3 pièces, dans une résidence qu'ils tournaient autrefois en dérision. Béatrice a dû vendre ses bijoux pour payer les frais d'avocat. Jean-Pierre passe ses journées sur le parcours d'un golf public, racontant à qui veut l'entendre qu'il a été victime d'un coup d'état corporatif, et non de sa propre cupidité. Chloé a disparu des radars. Son compte Instagram, autrefois un sanctuaire dédié à sa perfection factice, a été supprimé. Plus de photos de la vue qu'elle ne possédait pas. Plus de légendes sur « bâtir un empire ». Elle a appris à la dure que l'influence est une monnaie qui s'effondre dès que la carte de crédit est refusée. Et Théo, sans mes renflouements secrets, les usuriers n'étaient plus intéressés par les échéanciers. Il apprend une leçon très physique sur les conséquences de ses actes. Je n'ai pas assisté à tout cela. Je lis les résumés dans les rapports mensuels que Christophe m'envoie. Je ne ressens pas de pitié. Je ne ressens pas de triomphe. Je ressens la sensation fraîche et propre d'un bilan qui finit enfin à 0. Je me tiens sur le balcon de ma nouvelle maison. Ce n'est pas une forteresse de verre. C'est une maison d'architecte des années 50 dans les collines, plus petite, plus calme et entièrement à moi. L'acte de propriété n'a qu'un seul nom. Le crédit est remboursé. Les fondations sont solides parce que c'est moi qui ai coulé le béton. Les gens vous disent toujours de ne pas couper les ponts. Ils disent ça avec une sorte de peur pieuse, comme si détruire un lien était un acte de violence. Mais en me tenant là, regardant le brouillard rouler sur les collines, j'ai réalisé qu'ils avaient tort. Brûler un pont n'est pas un acte de guerre. C'est un acte de stratégie. On ne brûle pas le pont pour tuer l'ennemi. On le brûle pour l'empêcher de vous suivre.
On le brûle pour s'assurer que lorsqu'on reconstruit, on ne transporte pas les mêmes parasites de l'autre côté du gouffre. Pendant des années, j'ai cru que la paix était quelque chose que je devais acheter. Je pensais que si je payais assez de dettes, résolvais assez de problèmes et restais assez silencieuse, je pourrais acheter ma sécurité. Mais on ne peut pas acheter la paix à des gens qui profitent de votre chaos. Les couper de ma vie n'était pas une punition. C'était la seule façon de sauver l'hôte de l'infection. Le silence de mon téléphone n'est pas synonyme de solitude. C'est le son de ma vie, qui m'appartient enfin. J'ai pris une gorgée de café. L'air était vif. L'avenir était une page blanche. Et pour la première fois, c'était moi qui tenais la plume. Si vous étiez l'architecte de votre propre destruction, auriez-vous le courage de reconstruire seul, ou resteriez-vous dans la maison en flammes juste pour qu'il n'ait pas froid?